Won't you let the light shine through for you, 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 let the light shine through. Salut tout le monde, c'est Stexar. Et aujourd'hui une petite vidéo particulière. On va pas faire de jeux vidéo, on va pas faire de best-of, on va faire vraiment une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, qui va parler de handball. Donc déjà j'ai précisé, je fais du handball depuis plus de 10 ans, donc je sais de quoi je parle, et cette vidéo va surtout parler de mon avis et de mon point de vue. Donc ça sert à rien de commencer à vous énerver, à dire que mon point de vue est stupide ou alors est totalement à côté de la plaque. Si c'est le cas, vous pouvez donner votre avis en commentaire, ce sera lu, je pourrai répondre pour qu'on lance un débat intéressant. Donc là-dessus, merci de respecter, c'est mon avis, c'est pas objectif, c'est subjectif, c'est mon avis. Donc cette vidéo elle va traiter le thème de la Coupe du Monde de 2019. Pourquoi l'équipe de France n'a pas été championne du monde? Donc, je tiens à faire une petite aparté pour préciser que ma vidéo n'a pas pour but de dédonner l'équipe de France et de dire que si on n'a pas gagné c'est à cause de tel et tel facteur, à cause de ces conditions là. Non, l'équipe de France n'a pas été au niveau, on n'a pas été assez performant. Je vais juste donner des arguments qui font que peut-être, de mon point de vue, ça a peut-être influencé sur la performance de l'équipe de France. Mais à part ça, le Danemark qui a été médaille d'or a amplement mérité sa place et ont été vraiment supérieurs à toutes les équipes dans cette Coupe du Monde. On s'est vu, on s'est fait laminer par le Danemark en demi-finale, le Danemark a laminé la Norvège en finale. Vraiment, le Danemark était au-dessus et c'est vraiment très juste que ce soit eux les champions du monde. On peut se demander pourquoi l'équipe de France n'a pas gagné, parce que comme on peut le voir sur ce petit tableau, en Coupe du Monde, l'équipe de France est largement au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a 6 titres de champion du monde, tandis que le second n'en a que 4, le troisième 4 aussi, quatrième et cinquième 3, et sixième n'en a que 2. Et on voit qu'au niveau des médailles, on est premier à égalité avec la Suède, mais que la Suède et la France sont largement au-dessus des autres. Ce tableau ne prend en compte que les Coupes du Monde, donc pas les Coupes d'Europe ni les Jeux Olympiques. Ensuite, la Coupe du Monde a eu lieu au Danemark et en Allemagne. Les deux nations ont coopéré pour faire la Coupe du Monde ensemble. Ça a été peut-être un facteur de pression supplémentaire pour l'équipe de France, car en 2007, elle s'est retrouvée un petit peu lésée ou volée. C'est pas mon avis, hein, c'est l'avis qui est sorti à ce moment-là, lors d'une demi-finale face à l'Allemagne, justement en Allemagne, où à la dernière minute, Mikael Yegou chapard d'un ballon et arrive à mettre un but dans une position absolument incroyable, ce qui égalise et nous envoie, je pense, au tir au but. Mais l'arbitrage a fait son choix et a refusé le but et il est revenu sur un coup franc qu'on a raté. Parce qu'à la dernière seconde, marquer un coup franc, c'est absolument impossible quasiment. Il faut vraiment beaucoup de chance ou un talent énorme. On n'a pas su le faire. Donc ça nous a éliminé la course au titre et ça a été un peu, comment dire, ça a mis un bon coup sur l'équipe de France, je pense, qui fait que le fait de rejoindre l'Allemagne, ils voulaient pas subir ça, ils voulaient vraiment éviter ça. Donc je pense que c'est potentiellement un facteur supplémentaire pour la pression qu'il y avait sur eux. D'autres facteurs qui ont pu gêner l'équipe de France, c'est notamment le peu de temps de repos qu'il y a entre chaque match. Un match, c'est le match, l'entraînement, l'avant-match, le briefing, la séance vidéo pour, pour apprendre à jouer contre l'autre équipe. C'est les kinés qui viennent s'occuper des joueurs. Un match, c'est pas juste tu viens, tu joues, tu repars. Et beaucoup d'entraîneurs se sont plaints d'avoir 10 matchs en 17 jours, notamment l'entraîneur français, ce qui était vraiment un rythme insoutenable. De plus, depuis quelques années, on constate que les équipes nordiques commencent vraiment à dominer le handball mondial, telles que la Suède, le Danemark et la Norvège. La Norvège notamment qui a fini 2 fois en finale de Coupe du Monde, en 2017 et en 2019, donc d'affilée ça fait beaucoup, ça fait pas mal du tout. Donc on constate vraiment que ces équipes nordiques commencent à prendre un ascendant dans le handball mondial. Là où à l'époque c'était l'Allemagne, l'Espagne et la France qui dominaient, maintenant c'est plutôt les équipes nordiques, surtout le Danemark et la Norvège. De plus, je pense que surtout ce qui influe le plus sur cette non-performance de l'équipe de France, c'est comment dire, la perte des cadres. C'est-à-dire qu'on
on avait à l'époque beaucoup de joueurs très anciens, très expérimentés, vraiment des cadres, mais que la plupart sont partis, ou sont en train de partir, ou ont été à un niveau un peu moins bon. Quand je parle de niveau moins bon, c'est par exemple Nicole Karabatic qui est revenu de blessure, Sélection Ando qui est parti sur blessure. On a des cadres qui sont partis récemment, tels que Jean Fernandez qui est parti en 2015, je crois, Thierry Meyer et Daniel Narcisse qui sont partis en 2017. Et on a Lucas Ballot et Michael Guigou qui vont partir, je pense, il me semble, après les Jeux de Tokyo. Je mets ça vraiment entre guillemets parce que je ne suis pas sûr. Je pense que c'est ça. Donc c'est vraiment une phase très compliquée pour l'équipe de France, une phase de transition. Parce qu'on perd vraiment beaucoup de cadres et que donc pour ça il faut remanier l'équipe de France, il faut vraiment lui faire retrouver sa propre identité pour qu'elle puisse vraiment se mettre dans de bonnes dispositions et puis apprendre vraiment à jouer ensemble pour refaire vraiment un gros collectif qui pourra, un peu à la manière des cadres qui sont en train de partir, devenir à leur tour des cadres et qui à leur tour prépareront la transition. Donc pour ça je pense vraiment que c'est une période de transition pure et dure qui peut vraiment aboutir sur quelque chose de bien. Et maintenant on va passer aux réservistes. Donc on a Olivier Niocas, Nicolas Tourneau et Raphaël Coucheteux qui sont relativement jeunes, hein, 31, 24 et 31 ans, c'est pas vieux. Ils jouent à Nantes et à Saint-Raphaël, donc c'est vraiment des joueurs très connus, très bons, performants en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, on a Yanis Flynn qui a été le 10e homme en 2017, qui n'a que 22 ans et qui joue à Pays d'Aix. Bon, c'est un peu moins connu, je pense, mais ça reste quand même un très bon club et Yanis Flynn, bon, plus besoin de le présenter, il est très bon. William Macambray, 30 ans, on connaît, il y a beaucoup de gens en équipe de France. Bon, son club, je ne vais pas le prononcer parce que j'ai pas envie de me faire incendier par ceux qui parlent le russe. Et j'y arriverai pas sinon. Mais il a joué notamment à d'autres clubs un peu plus connus en France, tels que PSG, comme vous en doutiez. Même s'il n'a pas beaucoup joué, il était plutôt sur le banc, mais c'est pas grave. Ensuite, on a Benoît Kounkoud, 21 ans, très jeune, très bon, qui joue à PSG. Donc là-dessus, il n'y a pas en plus à s'inquiéter. Basile Bonnefond, lui, personnellement, je le vois moins jouer. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, mais il joue à Montpellier. Donc c'est un très bon club. Il a que 25 ans, donc il est très jeune. Kounkoud n'a que 21, Acambray 30 et Yanis Flynn 22. Donc vraiment, c'est 4 jeunes qui font bientôt personne qui France. Enfin, Acambray peut-être pas. Parce qu'on a déjà vu jouer, peut-être qu'il y a moins à revenir. Bon, Yann Gentil, 37 ans, lui, je doute qu'on le voit en équipe de France un jour. Ce qui est quand même assez âgé, désolé. Chambéry, en plus, c'est un bon club, oui, c'est sûr, mais c'est moins représenté en équipe de France. En équipe de France, on a vu beaucoup de Montpellier, de Nantais et de Parisien, pardon. Wesley Pardin, on a déjà vu en équipe de France, il a 29 ans, donc il n'est pas non plus tout jeune, mais ça va. Pays d'Aix, c'est pas trop connu, mais on le sait, il est très bon. Il peut briller. Elohim Prandi, je ne vais pas me prononcer, je ne le connais absolument pas. 20 ans, à Nîmes, donc c'est un potentiel grand talent qu'il faudra surveiller de près. Donc, d'après moi, l'équipe de France n'est pas sur le déclin, au contraire. On a encore beaucoup de potentiel. Déjà, au niveau des gardiens, on a Cyril Dumoulin et Vincent Gérard, qui ont respectivement 34 et 32 ans. De toute façon, vous le voyez sur le tableau, qui n'est pas de moi qui est le Wikipédia. Ils jouent à Nantes et à Montpellier. Deux gros clubs français, donc là-dessus, on sait qu'ils sont des bons gardiens, ils nous l'ont prouvé. Bon, malheureusement, Dumoulin s'est blessé cette année. Mais on les a déjà vus. On a déjà vu Cyril Dumoulin en 2015, qui est très performant. Il a été doublure de Thierry Meyer. Vincent Gérard, lui, qui a été doublure de Thierry Meyer en 2017. Donc là-dessus, on sait que c'est deux bons gardiens on a de quoi faire avec ça. Ils ont encore plusieurs années à jouer. 34 et 32 ans, c'est pas jeune, mais c'est pas non plus spécialement vieux parce que Thierry Meyer a continué jusqu'à 41 ou 42 ans, je sais plus. Ensuite, en ailier, bon, les ailiers c'est un peu plus âgé. On a 36, 34, 27 et 28. On voit que les clubs sont très bons. 3 d'entre eux jouent à Montpellier qui est un des plus gros clubs français, et Lucas Ballot joue à Paris qui est le plus gros club français, enfin en tout cas au niveau du budget. Donc là-dessus, on sait qu'on a vraiment beaucoup de talent, et même si Michael Guigou et Abalo vont bientôt partir en retraite, en retraite internationale, on sait qu'on a beaucoup de potentiel pour la relève, et ça vous le verrez plus tard dans les réservistes. Alors les arrières c'est l'inverse des ailiers, c'est très jeune.
Le plus âgé, c'est Di Panda qui a 30 ans, donc c'est pas vieux du tout, qui joue à Saint-Raphaël, qui est un très bon club. Ensuite, on a Timothée Nguessan qui a 26 ans, qui joue à Barcelone, qui est un énorme club, c'est le plus gros club espagnol. On a aussi Di Camem qui joue à Barcelone, qui n'a que 21 ans et qu'on a vu sur ce mondial très très bon, très très performant. On a Romain Lagarde qui joue à Nantes, qui n'a que 21 ans aussi. Nedim Remidi, 23 ans, Paris Saint-Germain. Et enfin Richardson, 21 ans, Montpellier. Donc, c'est pas des joueurs présentés. On les a déjà vus, je pense. Peut-être un peu moins Romain Lagarde qui est un peu plus discret sur ses compétitions, parce qu'il joue à Nantes, on voit un petit peu moins que Barcelone, que Montpellier. Excusez-moi. Donc, on voit que c'est quand même des joueurs très très performants malgré leur jeune âge. S'ils sont dans ces gros clubs, c'est qu'ils sont performants. Sinon, ils ne seraient pas pris. Ils seraient dans un club tout petit. Ensuite, niveau des demi-centres, on a Quentin Mahé, Nicolas Clerc, Nicolas Karabatic. Karabatic étant plus âgé, mais c'est lui qui est le cadre et qui va continuer à aider pour la transition. Et qui a que 34 ans, donc il a encore plusieurs années à jouer, Nicolas Karabatic. Bon, ce mondial-là, il n'a pas été très performant. En même temps, il est revenu de blessure, un peu en catastrophe. Nicolas Clerc, qu'on n'a pas beaucoup vu ce mondial parce qu'il a été sorti au profit de Nicolas Karabatic, parce que je pense aussi que ses performances ne devaient pas être assez bonnes. Mais on sait que c'est un bon joueur, il a fait ses preuves, il joue à Nantes, il est très bon, donc là-dessus, pas de souci. Et enfin, Quentin Mahé qui joue peut-être dans le club le moins connu, Veszprém qui est le moins connu en France, mais qui pourtant reste un club énorme. Donc là-dessus, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vraiment des joueurs très très bons. Au niveau des pivots, on a sélection Ando, le Karabatic et le Ludovic Fabregas, 34, 30 et 22 ans. Donc ils sont vraiment... Bon, sélection Ando, c'est le cadre. C'est comme Nicolas Karabatic et le cadre en demi-centre, lui c'est le cadre en pivot. Même malheureusement, il s'est blessé d'ailleurs ce mondial. Mais il va encore assurer la transition pour Luka Karabatic, qui lui l'assurera pour Ludovic Fabregas. Et on l'a déjà vu, les clubs c'est Barcelone, Paris pour Luka Karabatic, et Barcelone pour Ludovic Fabregas qui vient de Montpellier. Donc c'est vraiment des clubs énormes. Il n'y a pas à dire là-dessus, c'est vraiment des très très gros clubs. Donc là-dessus, on sait que, et on les a vus en plus en Coupe du Monde, les potentiels sont fous. Ludovic Fabregas a brillé vraiment sur les Coupes du Monde depuis 2017, sa première titularisation. Il a vraiment été très bon. Et on voit tout cet effectif-là, et pas spécialement âgé, est très jeune pour les arrières, mais il y a vraiment encore beaucoup à faire. Et vous le verrez encore pour les joueurs réservistes et les joueurs potentiellement réservistes. Il y a vraiment beaucoup à faire. On a aussi Julien Meyer qui va arriver, qui n'a que 22 ans, qui est un gardien tout jeune, qu'on a déjà vu un petit peu en équipe de France et qui a joué beaucoup en équipe de France junior, qui a été médaillé d'or au championnat d'Europe en 2014 dans l'équipe jeune, l'équipe junior, et qui a aussi médaillé d'or en championnat du monde junior en 2015 et qui, sur la compétition en 2015, a été élu meilleur gardien du monde pour cette compétition, soyons clairs. Donc on a vraiment beaucoup de talents qui vont se développer et qui vont nous permettre vraiment d'assurer une bonne transition. On a des anciens qui peuvent venir, par exemple Xavier Baraché qui a beaucoup joué en équipe de France, qui n'a pas joué depuis maintenant 4 ans. Sa dernière parution, je pense, c'était en 2015 en Coupe du Monde au Qatar. Mais c'est pareil, c'est un semi-ancien, un peu comme William Acambré, qui est là depuis un petit moment maintenant, qui a fait ses preuves et qui peut potentiellement revenir à partir de son expérience, son talent. On a vraiment beaucoup de joueurs. Et le plus dur maintenant, ça reste à faire, la transition. Et quand cette transition sera assurée, je pense qu'avec les talents qu'on a dans l'équipe de France, on va pouvoir vraiment, encore une fois, remonter à la tête du handball mondial et faire voir que l'équipe de France, c'est pas fini, c'est pas ancré sur Thierry Meyer, sur Nicolas Karabatic, que l'équipe de France et le handball français, c'est une multitude de talents qui peuvent vraiment durer dans le temps. Et donc j'espère que cette vidéo sur l'équipe de France et sur mon avis personnel vous aura plu. Évidemment, si ça ne vous convient pas comme avis, n'hésitez pas à le dire. Ne venez pas râler dans les commentaires, ouais c'est nul, non, juste dites-moi ce que vous pensez. Si vous n'avez pas aimé le format de la vidéo, si vous n'aimez pas forcément parler de handball, n'hésitez pas à le dire aussi, et à donner vos sujets que je vais faire. Je vais en traiter beaucoup, je vais notamment parler de films, de séries, de super-héros, de super-vilains. Je vais vraiment essayer de parler de beaucoup de choses en dehors du gaming. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait bien plaisir de parler de handball qui est ma passion. Et de pourquoi l'équipe de France n'a pas gagné en 2019. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a rassuré si vous pensez que l'équipe de France était sur le déclin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.